Plein feu le vrai débat, aujourd'hui consacré au monde et en même temps à la France. Les municipales que vous connaissez, plusieurs émissions sur Beurre FM TV, et puis aussi le monde avec son cortège d'inégalités, d'injustices. Un invité exclusif qui va nous apporter un éclairage tout particulier sur la France et sur le monde, Patrick Le Yarrick. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors, vous êtes le directeur de l'Humanité, le journal de l'Humanité. Vous êtes député européen et vous êtes un observateur privilégié de la vie politique française, mais non seulement un observateur, mais aussi un acteur extrêmement important, puisque vous êtes d'abord avant tout un militant et vous êtes quelqu'un qui fait bouger les idées, qui fait bouger les lignes. Et dans un instant, on verra sur plusieurs sujets. Alors tout d'abord, le second tour des élections municipales arrive à grands pas. Quelque chose s'est passé au sein de la gauche française. Le Parti socialiste, on a l'impression qu'il a été écorné, qu'il n'est plus en situation d'hégémonie, bien que la gauche soit encore très vivante, puisque le parti de gauche a fait des voix importantes, les écologistes aussi. Plusieurs listes citoyennes aussi ont engrangé de très très beaux scores, des listes locales. Et donc on a l'impression que la gauche est toujours là, bon, bien sûr dans sa confrontation avec la droite, mais on a le sentiment quand même que le PS a été largement écorné, puisque à la fois un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour voter, et que le PS, beaucoup de listes de PS arrivent en deuxième, troisième, voire quatrième position, voire sont exclus, par exemple, comme à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où la liste du PS ne figure même pas au second tour. Votre analyse ? Mon analyse, c'est que il y a une sanction, une défiance profonde vis-à-vis de la politique gouvernementale et du président de la République, qui avait annoncé un certain nombre de choses, un certain nombre d'engagements, mais il n'en a tenu aucun. Chacune et chacun est confronté à cette chose abominable, c'est qu'il a voté pour un président de gauche pour avoir une politique de gauche à partir de discours qui ont été faits contre la loi de la finance, contre le monde de la finance, et il s'aperçoit qu'en vérité, c'est le monde de la finance qui est protégé, et le peuple, le monde du travail, les jeunes, les chômeurs, les retraités, qui sont sans cesse attaqués. Donc, la défiance est très profonde vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du gouvernement. Oui, mais quand même, Patrick Le Yarrick, l'élection municipale est une élection locale. Tout à fait. Donc, vous pensez vraiment que la défiance nationale engendre comment dire, cette espèce de frilosité locale ? Tout à fait. Ceux qui n'ont pas été... On vote pour le maire, on vote pour quelqu'un qu'on connaît d'habitude. C'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas été votés, pour une part, ne se sont pas déplacés parce qu'en fait, c'est cela qu'ils ont voulu dire. Et entre nous soit dit, ils le disent aux gouvernants d'aujourd'hui, mais en fait, c'est l'ensemble des forces politiques, quelles qu'elles soient, qu'ils sont interpellés. Dans une majorité de la population aujourd'hui, on n'a plus confiance dans les responsables politiques, dans les forces politiques telles qu'elles existent. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de réinventer aujourd'hui autre chose, non seulement de moderniser la vie politique, mais il faut dépasser celle qui existe aujourd'hui de telle sorte qu'on puisse faire participer les citoyennes et les citoyens à la vie des forces politiques, mais surtout à la vie citoyenne, à la vie locale et à la vie nationale. Patrick Le Yarrick, une petite parenthèse. J'ai envie de vous poser une question, parce qu'il y a quelque chose qui, moi, personnellement, m'énerve dans la vie politique française. C'est largement relayé par de très, très nombreux médias, voire journalistes. C'est cette espèce de sempiternelle chanson où on nous parle des extrêmes. Et moi, ça m'énerve. Alors, j'aimerais bien vraiment que vous, patron de l'Humanité, avec l'histoire que vous avez, vous répondez de façon vraiment très tranquille là-dessus. On assimile le Parti communiste, le Front de gauche, etc. On l'assimile au Front national. On dit « Ah, les extrêmes !» Et ça m'énerve. Comment des journalistes, comment des observateurs, des commentateurs peuvent assimiler une histoire qui a été dans la résistance française, dans le mouvement anticolonial, des démocrates, qui a donné à ce pays les plus belles lettres de noblesse du point de vue de la culture, de l'engagement. Comment on peut l'assimiler à des gens qui ont été dans la délation, dans la collaboration. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je veux dire dites-moi, essayez de m'expliquer. Une petite parenthèse dans le débat. Mais il y aurait beaucoup de choses à expliquer, notamment
sur la manière dont le système de l'information, de la communication et des médias fonctionne. Il y a un travestissement des mots, de telle sorte que dans l'imaginaire citoyen, on exclut un certain nombre de valeurs, un certain nombre de forces démocratiques, des idées du progressisme, pour en quelque sorte créer un nouvel imaginaire à partir d'un certain nombre de mots-clés, mais qui concernent ce que vous soulevez, mais pas seulement. Et vous avez parfaitement raison. On ne peut pas assimiler les forces du Front de gauche, le Parti communiste et ceux qui sont avec lui aujourd'hui de la manière dont vous le dites. Nous n'avons strictement rien à voir avec l'extrême droite. Nous sommes porteurs d'autres valeurs, bien qu'il y ait aussi des ombres dans notre histoire. Il y a des parts de lumière, mais il y a des parts d'ombre. Et ça, évidemment, ça participe de cette ambiguïté permanente pour tromper les gens, mais au fond, c'est politique. Les mots sont politiques, l'utilisation des mots est politique, au sens où on veut créer un bloc central entre des forces dites de gauche qui deviendraient des forces démocrates comme aux États-Unis et des forces de droite qu'on assimile à la droite modérée, à la droite républicaine, mais comme si ce bloc, comme en Allemagne, pouvait gouverner soit en alternance tranquillement, soit voire même ensemble, pour une même politique. Mais au bout de ce chemin-là, il n'y a jamais d'alternative pour les gens. Alors, vous êtes député européen, donc vous êtes bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, l'Europe vit en paix, dans une paix relative, une sécurité relative, et tant mieux. Et cette paix, on peut le dire aussi, elle se fait bien sûr au détriment d'autres pays, puisqu'on mène la guerre ailleurs et on pille les matières premières. Bon, ça c'est peut-être un autre débat. Cette paix au niveau de l'Europe, bien sûr qu'elle s'entretient, mais aussi elle s'entretient à travers la pédagogie qu'on peut avoir à l'égard des générations nouvelles qui arrivent. Et si on travestit l'histoire du point de vue, par exemple, pour qualifier le Parti communiste, l'extrémiste, etc., si on ne dit pas aux jeunes ce qui s'est passé dans le passé, si on ne leur enseigne pas ce qu'on appelle le roman français du point de vue de la guerre de libération, de la résistance, etc., je veux dire aussi quelque part, on scotomise, il y a une amnésie qui se crée, et ensuite on reproduit des éléments qui peuvent amener à des crises, voire à des guerres. Donc il y a aussi là, du point de vue de la responsabilité de l'État, du gouvernement, des institutions, des médias, une lourde responsabilité vis-à-vis des jeunes générations. On peut pas, il est important de leur montrer qu'est-ce que les générations d'avant ont fait, quoi. C'est ça qui me sidère. Ben, il y a une question de fond qui nous est posée à toutes et à tous. C'est celui de la vérité. Et celui du fait qu'il y a une différence entre les forces politiques. Et d'ailleurs, le débat démocratique, le débat politique, il est fait pour ça. C'est-à-dire on met arguments, contre-arguments sur la table, des options différentes sur la table, et le citoyen choisit ou le citoyen coélabore, ce qui est infiniment mieux. Mais en faisant ce trait d'égalité, il faut bien comprendre que dans le cadre d'une crise globale telle que nous connaissons, qui est une crise économique, qui est une crise sociale, mais qui est aussi une crise de repères, une crise de sens, une crise de civilisation. Et dès lors qu'on dit que les forces progressistes n'apporteront de toute façon rien de mieux, ce trait d'égalité aboutit à ce que nous connaissons dans l'ensemble de l'Union européenne. Aujourd'hui, on l'a vu en Grèce, on le voit dans les pays du nord de l'Europe, on le voit au Royaume-Uni, qui n'a aucune de ces traditions d'extrémisme de droite. On voit ces forces aujourd'hui émerger au point peut-être de pouvoir faire un groupe au Parlement européen avec toutes les conséquences que sera. Et l'aube dorée en Grèce, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans certains pays plus à l'est de l'Europe, avec la Hongrie, etc., nous promet, si on laisse faire, si on ne fait pas la clarté là-dessus, nous promet des jours assez difficiles, des jours assez malheureux. Alors vous dites qu'il n'y a pas la guerre. Vous avez raison au sens où, malheureusement, on l'a connu avec ces terribles ravages sociaux et ces ravages humains surtout. Mais il y a une guerre économique énorme. Et quand vous dites avec raison que cet état latent tel que nous le connaissons vise
d'autres dominations, notamment sur l'Afrique, les pays du Maghreb. Ça participe de cette guerre économique. Et par exemple, quand ils veulent aujourd'hui, le président des États-Unis était hier à Bruxelles pour à nouveau vanter les mérites d'une Europe de la défense, d'une Europe qui s'allie avec les États-Unis pour maîtriser les ressources énergétiques dans le cadre de la guerre aujourd'hui sous-jacente avec notamment la Russie à propos de l'Ukraine, ça participe quand même ces déclarations, cette Europe intégrée, militarisée de plus en plus, puisqu'il a appelé à une Europe de la défense, et au pillage des ressources, parce qu'il a dit « Moi, demain, je vous fournirai du gaz et du carburant grâce au gaz de schiste ». Ça participe de cette guerre économique qui fait beaucoup de ravages. Elle sème derrière elle la pauvreté et la misère dans toute l'Union européenne et au-delà de nous. Alors cette Europe, elle est à la fois à l'intérieur, on voit les problèmes qu'elle connaît, on voit les problèmes aussi à l'extérieur, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. Alors à l'intérieur, on voit d'aucuns qui veulent revenir sur les accords de Schengen. On voit toute la polémique autour des Roms, autour des immigrations des pays de l'Est. Donc l'Europe de l'intérieur est aussi soumise à des soubresauts. Elle se demande finalement si elle ne va pas exclure ou supprimer tel ou tel pays européen. Et à l'extérieur, on voit aussi que aux frontières de ce qui est défini comme l'Europe économique, les choses ne sont pas réglées avec ce qui se passe en Russie et même un peu au sud-est de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens ont eu tort de faire l'Europe? Ou alors ça veut dire qu'il faut faire autre chose que ce qui est aujourd'hui? Non, l'idée européenne, c'est-à-dire de trouver les moyens de solidariser les peuples pour un projet commun dans un monde qui se globalise et où se constituent un peu partout des blocs, n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le problème fondamental, c'est que cette Europe se construit sur la base de la concurrence acharnée, de chacun contre tous, contre son voisin. Elle se construit aussi sur la base de l'exclusion. Regardez les campagnes qui ont été menées régulièrement contre les Arabes, les jeunes issus de l'immigration, contre les gens de confession musulmane, maintenant contre les Roms. Or, une Europe humaniste devrait être une Europe qui respecte chacune et chacun, qui à la fois à l'intérieur crée les conditions pour que chacune et chacun soit à égalité. Cette Europe, elle a bénéficié de tout temps. On va commémorer la guerre 14-18, mais dans la guerre 14-18, il y avait des soldats ou des combattants venus de ces pays du Maghreb et du Macrèche. Pourquoi les rejeter aujourd'hui? Dans cette Europe qui s'est développée dans les années 60, qu'on a appelé les 30 glorieuses, elle s'est bien développée dans des usines des mines, de la sidérurgie, dans les usines automobiles, à partir des travailleurs qui ont contribué à la richesse. Par conséquent, il faudrait avoir bien plus de respect. Quant à la question des Roms, on ne peut pas traiter la question des Roms comme si c'était une communauté à part de l'Union européenne. Ils sont dans l'Union européenne, donc il faudrait créer les conditions qu'ils puissent vivre là où ils veulent vivre, à commencer certes par les endroits d'où ils viennent, mais aussi dans d'autres lieux, avec des possibilités d'accès, etc. Donc, il faut à la fois être plus généreux, plus humaniste à l'intérieur, et plus généreux et plus humaniste et coopératif avec les pays du Maghreb et du Macrèche en faisant du co-développement et qui serait mutuellement avantageux. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un monde aujourd'hui avec des frontières et des barbelés étranges, ça n'existe pas. Patrick Loïc, vous êtes député européen, donc vous êtes bien placé pour avoir cette analyse. Sur l'incapacité de l'Europe à agir. J'ai l'impression que l'Europe, c'est un peu ce miroir dans le conte de Blanche-Neige. Dis-moi quelle est la plus belle. On voit que l'Europe est une force économique considérable, peut-être la première au monde. Oui, tout à fait. En même temps, elle a une incapacité à se faire entendre, à tel point qu'elle est sous tutelle de l'OTAN, et à tel point que, par exemple, dans un conflit
tel que le conflit israélo-palestinien, elle est incapable même d'avoir un strapontin et que ça se passe ailleurs. Vous revenez de Palestine, vous revenez donc de Cisjordanie. Comment expliquez-vous à la fois cette discordance entre une zone économique qui est prospère et qui est peut-être la première du monde, et une incapacité à se faire entendre à la fois sur le plan peut-être, je dirais, je dirais pas militaire, mais d'avoir une position étrangère ou de politique et de défense commune, et en même temps une incapacité à intervenir dans un conflit maintenant qui empoisonne le monde entier, et on a l'impression qu'un pays, pour ne pas citer Israël, est en train de rayer de la carte la Palestine. Tout à fait, vous avez raison. Comment expliquer ça? Pas de volonté politique. Il n'y a aucune volonté politique. Il y a bien des conseils européens, il y a bien une commission européenne, mais ces gens ne sont pas là en vérité pour servir ni l'entente, ni la coopération entre les peuples, ni même le développement économique et social, le développement humain. On voit bien que cette Union européenne, elle est bâtie pour servir les marchés financiers, et uniquement les marchés financiers. Et maintenant, elle est prête à se vendre aux dirigeants nord-américains et aux grandes multinationales américaines et européennes dans le cadre du grand marché transatlantique. Et dans le cas que vous citez, oui, l'Union européenne devrait dire « je veux ma place à la table ». Pourquoi? Mais parce que l'Union européenne, elle fait un certain nombre de choses pour les Palestiniens et la Palestine, notamment en financement. Mais elle accepte qu'elle finance des installations et que quelques mois après ou quelques années après, l'armée israélienne les détruit à coups de bombes. Donc il y a bien là une incohérence. Or, elle aurait des outils. Par exemple, si elle voulait, elle pourrait rompre tout échange économique en appliquant l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est une sorte de missile préventif qu'elle pourrait utiliser. Elle ne l'utilise pas. Elle pourrait dire, comme nous l'avons fait au moment de la lutte, au plus fort de la lutte pour abattre l'apartheid en Afrique du Sud, elle pourrait dire, nous, toute production issue des colonies israéliennes sur le territoire palestinien, nous refusons de la faire venir dans l'Union européenne. Ce serait un moyen de pression considérable. Or, au lieu de ça, je ne dis pas qu'on ne fait pas de communiqués. Ce n'est pas des communiqués et des résolutions qui manquent, mais c'est d'actes qui manquent. Or, ce que je peux vous dire, oui, je reviens d'une mission très spéciale de 4 députés européens sur les prisons. Ce que j'ai entendu de la part des dirigeants, nous avons rencontré des ministres palestiniens, ils nous ont dit, même si le gouvernement israélien vous a interdit de visiter des prisons et vous a mis des bâtons dans les roues dans la réalisation de votre mission, le fait que vous soyez venus sur ce thème-là, c'est extrêmement important et nous vous remercions pour cela. Et donc, dans le monde arabe en général, et en Palestine en particulier, et dans le mouvement progressiste et démocratique israélien, on attend l'Union européenne, on attend des actes. Mais c'est une question de volonté politique. Mais pour avoir la volonté politique, il faudra changer des rapports de force. Parce qu'on voit bien que dans la région, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tous ces pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, etc., sont en train d'être complètement atomisés, fragilisés, et que finalement ça devient... je dirais, Israël fait un petit peu ce qu'elle veut. Tout à fait. Je veux dire, est-ce que cette démocratie israélienne, est-ce que finalement c'est pas une démocratie inachevée? Parce que moi, on voit comment la Cour suprême fonctionne avec des éléments de la Torah, avec des éléments irrationnels. Donc elle tire ces arbitrages comment dire, de textes religieux. Est-ce que finalement, c'est quand même une théocratie? Est-ce que cette démocratie qu'on nous vante ici en Occident, est-ce qu'elle est vraiment d'actualité? Ou est-ce que finalement Israël n'a pas encore... est-ce que ce n'est pas une démocratie inachevée? Est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses pour que cette démocratie existe? Bien sûr. C'est une démocratie au sens où les gens vont aux élections comme dans d'autres pays. Mais en vérité, les politiques mises en œuvre sont des politiques excluantes vis-à-vis de certaines catégories de population. Quand on
théorise aujourd'hui un État juif, ça vise bien en vérité à faire sortir de ce territoire israélien toute la population arabe. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a demandé de façon solennelle à Mahmoud Abbas, pour la poursuite des négociations pour la paix, il lui a demandé solennellement qu'il reconnaisse Israël comme un État juif. Tout à fait. Ce que Mahmoud Abbas s'est refusé. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'à ce moment-là, les 20 ou 25% de population arabe israélienne ne peuvent donc plus vivre sur ce territoire. Quand aujourd'hui on exclut de Jérusalem des familles, on exclut des enfants, quand on prend les maisons d'Arabes, simplement, pas forcément palestiniens. Quand on prend les maisons et on y installe des familles de la population israélienne, ça aboutit à ça, c'est-à-dire que c'est de l'exclusion. Quand on fait les colonies, quand on fait un mur, quand tous les jours on arrête des enfants dans les rues sur le sol palestinien, quand on met des checkpoints, c'est un régime d'apartheid. Ça n'a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, en Afrique du Sud, qui était un régime d'apartheid, il n'y avait même pas ce système de mur. Il y avait un réel apartheid. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une exception israélienne? Il y a une tolérance de la part des puissances capitalistes occidentales parce qu'ils considèrent Israël comme leur porte-avions dans ce monde-là. Mais ce monde est révolu. Le mur de Berlin est tombé. Le monde est en train de se transformer. Dans les pays arabes, ce que vous avez un petit peu mentionné, le mouvement dont on peut beaucoup parler dans les pays arabes, mais c'est un mouvement où les peuples ont voulu prendre leurs affaires en main. Il y a une aspiration démocratique et une aspiration à la justice. On ne peut pas exclure Israël de ce mouvement-là. D'ailleurs, quand les jeunes ils ont campé à Tel Aviv, c'est un peu cela aussi qu'ils demandaient. Ils posaient les questions de la démocratie, de la justice, et certains d'entre eux ont posé la question des deux États. L'État d'Israël qui est reconnu et l'État palestinien qui est aujourd'hui observateur, mais qui doit être reconnu définitivement. Alors, Patrick Le Yarrick, on revient un peu à l'Hexagone et à la France. Aujourd'hui, il y a le second tour des élections municipales dimanche prochain. Vous êtes sur la liste à Aubervilliers de Pascal Baudet. Tout à fait. Pour le second tour, qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être pour mobiliser un peu plus les abstentionnistes quel pourrait être le message délivré à l'égard de ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter dimanche dernier? Que chacune et chacun regarde. Nous connaissons le programme de la droite. Le programme de la droite, c'est de faire 130 milliards d'économies de dépenses sociales et de dépenses publiques, c'est-à-dire de réduire encore les aides aux collectivités territoriales. Ils considèrent qu'il y a des services publics communaux qu'il faut supprimer. Les centres de santé, partout ils disent il faut réduire le personnel communal, partout ils disent tel ou tel service utile pourtant aux populations, à la petite enfance comme aux personnes âgées, comme aux jeunes avec les maisons de jeunes, les crédits publics à la culture, ils disent il faut supprimer. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. De surcroît, ne pas s'exprimer conduit à renforcer la droite, conduit aussi à renforcer l'extrême droite. Car ni la droite ni l'extrême droite ne progressent, mais ils gagnent en quelque sorte des municipalités par défaut. Et dans des cas particuliers comme à Aubervilliers, je le redis, et je le redis un peu à regret, la liste de Pascal Baudet est arrivée en tête dimanche dernier. Et comme elle était arrivée en tête la dernière fois, et nos amis du Parti socialiste maintiennent leur liste malgré ça, au détriment d'une belle tradition de la gauche qui consistait à dire, selon le rapport de force issu des urnes, eh bien on fait une mairie, une municipalité d'union progressiste, d'union de la gauche, et avec une répartition équitable des responsabilités au sein de celle-ci. On ne veut pas le faire à Aubervilliers. Il y a une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire le Front républicain valable à l'extérieur pour contrer le Front national n'est plus valable à l'intérieur de la gauche. Il pourrait y avoir un Front républicain dans la gauche même, c'est-à-dire que le premier arrivé en tête, le second se désiste en faveur du premier. Dans ce cas. Il pourrait y avoir une espèce d'alliance républicaine, bien sûr, de discipline républicaine. Bien sûr. Mais vous savez,
J'étais candidat aux élections législatives sur ce territoire de Aubervilliers et de Pantin, puisque j'y habite à Aubervilliers. Il ne s'est pas écoulé un quart d'heure, vous m'entendez bien, un quart d'heure au soir du premier tour des élections législatives, sans que je dise immédiatement aux électrices et aux électeurs qui m'avaient choisi, qui avaient choisi le Front de gauche, de reporter les voix sur la candidate socialiste, Madame Guigou. Je suis étonné que nos amis socialistes n'en fassent pas de même. Et dans ce cas précis, on devrait faire de même pour le bien commun. D'ailleurs, on l'entend, j'étais encore sur un marché ce matin, on entend les gens nous dire « mais ce serait mieux quand même de vous entendre ». Oui, c'est ce à quoi nous aspirons, nous, des municipalités d'union, pour faire le changement dans le cadre d'un pluralisme. Nous ne sommes pas les mêmes. D'ailleurs, Pascal Baudet a appelé au rassemblement dès toutes le les premier forces, soir, dès le premier tour. Donc, on verra bien le résultat du Donc, second tour. partout, éviter la vague bleue, élire les municipalités d'union, quel que soit celui qui le conduit, reconduire évidemment mes amis qui sont les maires communistes et ceux qui se réclament du Front de gauche, et dans des cas particuliers comme Aubervilliers, je ne peux que redire, l'efficacité et l'utilité, c'est le vote pour Pascal Baudet. Alors, vous êtes aussi le patron de l'Humanité, donc déjà, comment va le journal ? Comme toute la presse écrite, c'est-à-dire c'est très très difficile. Relativement, nos coûts de production et de distribution ont tendance à augmenter comme toujours. Et puis nous avons moins de recettes publicitaires, et nous avons des baisses de diffusion parce que les façons de lire, d'accéder à l'information sont en train de changer. Est-ce que l'avenir du journal, est-ce que le journal papier a encore un avenir ? Je crois. Moi, je crois que on a vu la polémique autour du journal Libération, oui. où il est question d'en faire une plateforme web. Oui. Donc il y a un gros débat là-dessus. L'Humanité va échapper à ça ? Alors, l'Humanité n'échappe pas aux tendances générales. En plus, nous, comme nous sommes très marqués politiquement, nous sommes aussi plus victimes des aléas politiques. Mais je suis pour combiner, pour faire coopérer ensemble, le numérique et le papier. Une plateforme éditoriale numérique et une grande plateforme qui ne sera pas seulement éditoriale de l'Humanité, qui fera aussi du service, qui fera de l'échange, qui fera du partage, qui va faire du débat, du partage d'idées avec des réseaux militants, et des journaux, l'Humanité et l'Humanité Dimanche, que nous sommes en train de rénover assez considérablement pour le 8 avril avec une nouvelle Humanité et pour aux alentours du 10-12 avril pour une nouvelle plateforme éditoriale. Nous allons combiner les deux. Alors, qui dit Humanité dit bien sûr Fête de l'Humanité. Alors, la prochaine Fête de l'Humanité aura lieu le 12, 13, 14 septembre 2014. Donc, c'est demain, quoi. Une fois les vacances passées, c'est fini, ça arrive. Il y a déjà un programme de prévu, il y a des choses pas sûres de prévues. Nous sommes en train de peaufiner un certain nombre de choses, mais après la séquence électorale des élections municipales et européennes, nous allons dire assez nettement le sens de la fête. Pourquoi on va venir à la fête, avec comme toujours un programme culturel très élaboré. Et je souhaite d'ailleurs que, comme d'habitude, Beurre FM puisse y être associé d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc finalement, aujourd'hui, une ambiance quand même politique très atteinte par la crise économique. Sur cette crise et sur l'avenir un petit peu disons, je dirais, du quotidien des Français et des Françaises, quel est votre sentiment ? Parce que d'aucuns prédisent que cette crise va aller en augmentant et ne sont pas du tout optimistes comme certains. On va vivre comment maintenant en France ? Et est-ce qu'on va vivre de façon différente ? On va rééquilibrer sa façon de vivre, son quotidien, vivre différemment. L'écologie est rentrée dans la vie quotidienne, etc. Comment le quotidien de demain, c'est comment, Patrick Lehéric ? Oui, pour un certain nombre d'entre nous, il faut changer un certain nombre de choses. D'ailleurs, moi, je suis pour un changement du système productif aujourd'hui et même du système de consommation. Mais pour l'immense majorité de la population, c'est la souffrance sociale, c'est les difficultés de fin de mois. Rendez-vous compte qu'il y a aujourd'hui 16 millions de personnes dans notre pays qui terminent la fin de mois à 10 € près.
Donc la question fondamentale là, qui est posée pour la semaine prochaine, le président de la République qui dit « j'ai entendu le message ». Mais il ne faut pas qu'il entende le message du côté droit. Il faut qu'il y ait un changement de cap à gauche en desserrant l'étau de la politique d'austérité qui s'abat sur les gens aujourd'hui. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Il faut une grande réforme fiscale. Nous parlons des municipalités. Il faut réinjecter de l'argent dans les municipalités et arrêter sans cesse de réduire les crédits pour le service public communal. Il faut défendre les services publics nationaux. Il faut une autre politique industrielle et une autre politique de l'emploi et des services. Comment résoudre ce triangle des Bermudes? Comment mieux partager les richesses en réduisant les inégalités tout en renforçant la compétitivité? Comment réussir ça? On ne peut pas faire de relance si on ne donne pas du pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, c'est la possibilité pour les gens de consommer, non pas du surplus. Le pouvoir d'achat, c'est augmenter les salaires. Augmenter les salaires, notamment, mais pas seulement. On peut aussi baisser certains coûts. Le coût des transports, le coût de l'énergie, le coût du logement. Ce sont des grandes questions. Et il faut même abaisser le coût du logement tout en inventant un nouveau projet pour le logement. Il faut construire des logements, mais des logements économes en énergie. Ça ne se fera pas en quelques mois, mais c'est vers ce projet-là. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois à avoir de ce côté-là. Est-ce qu'il faut demander à l'État d'être beaucoup plus interventionniste dans ses fonctions régaliennes? Bien sûr. Et mieux partager? Bien sûr, c'est son rôle. Oui. C'est son rôle dans le partage des richesses. Donner du pouvoir d'achat, c'est réformer la fiscalité, c'est-à-dire le haut du pavé, le système financier. Lui, il peut participer plus au bien commun. Mais celui qui n'a que sa petite retraite et son maigre salaire pour vivre, celui-là, il doit avoir des baisses des impôts locaux et des baisses d'impôts sur le revenu. Il faut développer le service public parce que développer le service public, c'est aussi donner du pouvoir d'achat parce que le service public des transports, si on le développe, on voit bien ce qui se passe dans notre région parisienne et dans d'autres régions. Les transports sont engorgés le matin, on est mal transporté. Combien faut-il engager d'argent pour rénover nos systèmes de train? On vient d'avoir des alertes à la pollution la semaine dernière, mais on ne les résoudra pas sans un investissement considérable dans le transport. Donc on voit bien que ce n'est pas la réduction des crédits publics l'avenir, c'est le contraire. C'est faire du crédit public utile pour les citoyens, pour le service public. Et je reprends votre mot compétitivité. La compétitivité, ce n'est pas seulement abaisser les rémunérations. La compétitivité, c'est aussi des gens bien formés. C'est donc améliorer notre système éducatif, l'université. C'est inventer un système de formation tout au long de la vie. C'est inventer des écoles de la deuxième chance dans les banlieues, là où c'est nécessaire. C'est cesser de faire de la sélection au faciès pour l'emploi. Parce qu'on a tel nom et parce qu'on habite dans tel quartier, on n'a pas le droit à l'emploi. Non, on doit avoir droit à une formation et un emploi. Chacun doit être dans l'égalité devant le travail, devant la formation, devant la vie. La compétitivité, c'est tout ça. C'est un logement pas cher, c'est des transports abordables, c'est le service public. C'est ça qui permet aux gens d'être bien aussi au travail, et c'est ça qui améliore la compétitivité globale. Patrick Le Héraïque, je rappelle que vous êtes député européen, directeur de l'Humanité, et que vous êtes pour les élections municipales sur la liste de Pascal Baudet, la liste du Front de gauche, la liste d'unité de la gauche, du Front de gauche, pour le second tour aux élections municipales. Donc bon courage pour dimanche. Merci et à beaucoup. Très bientôt sur nos plateaux. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce plein feu de vrai débat et à très bientôt.